I'm about to start. Yes, on. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. On est à l'heure cette fois-ci, mais je vais pas attendre, j'aime pas vous faire attendre, vous le savez. Donc, s'il faut attendre que qu'il y ait 150, 100 personnes pour commencer l'émission, on risque d'attendre 45 minutes, 1 heure. Vous savez que nous, on a la contrainte du temps. Donc, on attend souvent que les gens se connectent après. En tout cas, bonsoir à tout le monde. Ravi que vous soyez là de nouveau. Et ravi de vous retrouver ce mercredi soir. D'ailleurs, comme tous les mercredis soirs, notre rendez-vous avec notre histoire. Cette histoire qu'on parcourt toujours, à travers laquelle on voyage toujours de façon virtuelle, mais réellement avec les enseignements, les faits qui nous sont donnés. Et en tout cas, on traverse toujours ce moment d'histoire avec beaucoup d'émotions, parfois, avec beaucoup de peine, avec beaucoup d'indignation. Ce n'est donc pas... En tout cas, on en ressort toujours édifié. Encore une fois, on sera ravis, émus, indignés d'écouter notre histoire. Et aujourd'hui d'ailleurs, Monsieur Hénon est encore avec nous. Il n'est pas encore sur l'antenne, mais rassurez-vous, il est avec nous en régie. Et comme toujours, il va nous faire le plaisir de nous raconter toute cette histoire que nous ne connaissons pas. La dernière fois, on a fait l'émission plutôt un lundi parce qu'il était absent. Cette fois-ci, il est bien présent mercredi. Et je suis content que vous soyez là aussi. Bonsoir, Mbombo. Bonsoir Lazare et Simi. Bonsoir, ma fille, Isis Meyon. Bonsoir Mikeli Nakamura. Au back-office. Bonsoir Julienga, au back-office aussi. Bonsoir Kouloubani, Abiboto. Merci de nous regarder depuis Ebolova. Ebolowo, voilà. Ebolowa, tu as vraiment bien écrit. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Si je dois augmenter le volume, c'est à vous de me dire. Bonsoir Paulette Zomo. Bonsoir Mérimé Tchousetchoum. Bonsoir Clarisse. Ambolofe. Bonsoir à tous. Vous m'entendez bien ou moins? Est-ce que vous m'entendez bien? Vous m'entendez? Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Est-ce que vous m'entendez? Ça c'est... Personne ne se plaint. Ah oui, Mikele Nakamura dit qu'on m'entend 5 sur 5. Très très bien, ça me rassure. Voilà, tout se passe bien au niveau du son. Très bien, j'étais donc en train de dire que ce rendez-vous de l'histoire qu'on ne raterait plus pour rien au monde, à travers lequel nous déroulons notre histoire. Monsieur Hénon, monsieur qui a pris la peine de visiter cette histoire-là, nous fait voyager virtuellement, mais lui, sa présence, elle est bien réelle. Encore une fois, il est venu partager avec nous toute sa connaissance, tout ce qu'il a résumé, tout ce qu'il a lu, tout ce qu'il a entassé. Il faut déjà le remercier et je suis content que vous soyez en train de mettre beaucoup de likes, beaucoup de cœurs. En tout cas, on ne va pas trop tarder.
Bonsoir Gilbert, Pascal Nzomo, un petit retardataire. Voilà, ça va. Voilà. Bon, je crois qu'on peut y aller, hein. On va pas attendre beaucoup plus longtemps. Ça fait quand même 10 minutes qu'on est là. Oui, ça fait 10 à 15 minutes qu'on est là. On va lancer. Bonsoir Eno, vous êtes à l'antenne, comme tous les mercredis. Ce rendez-vous avec l'histoire qu'on ne rate presque plus, on l'attend même déjà avec beaucoup d'impatience. Et parce qu'on est toujours ravis de vous retrouver. Et comme d'habitude, je ne sais pas si vous monitorez l'émission. Vous avez le moniteur ou alors vous êtes aveugle? Vous avez Je monitoré? vois. Très bien, tant mieux. Donc voilà, et voilà, cette fois-ci, on va encore revisiter l'histoire. En attendant, je vais vous demander comment allez-vous. Voilà, et dites bonjour à notre public comme d'habitude. Comme d'habitude. Comment allez-vous? D'accord. Ok, merci. Ben, comme toujours, je suis très honoré de savoir que je vais devoir m'adresser à des Camerounais au sujet de notre histoire. C'est quelque chose d'exaltant pour moi. Euh, j'ai toujours dit que l'histoire est fondamentale pour comprendre le présent. Tout ce que nous faisons a une histoire. Pourquoi nous nous appelons Émile et pas Helmut, pourquoi nous appelons, nous habitons une ville appelée ceci plutôt que cela, pourquoi ça s'appelle Cameroun et pas autre chose. C'est l'histoire qui explique la vie des hommes. Et si on veut comprendre comment fonctionne le monde, comment fonctionne le pays, il faut connaître l'histoire. C'est à partir de l'histoire que plein de choses deviennent explicable, ça devient lisible. Et comme toujours, je vais vous prendre encore quelques minutes à vous conseiller quelques livres qui vous seront très utiles, aussi bien pour la connaissance de l'histoire globale de l'Afrique comme du Cameroun. Je n'ai pas beaucoup de livres ici, mais néanmoins, j'en ai quelques-uns que je vais vous conseiller. Pour l'Afrique, vous avez ce merveilleux livre de Kizerbo que je vous ai déjà présenté plus d'une fois. Joseph Kizerbo était un historien de Haute-Volta au début et qui est devenu Burkina Faso. C'est quelqu'un qui a fait un excellent travail. Ce livre est de grande qualité. L'histoire générale de l'Afrique, si vous pouvez l'acquérir, il est bien fait. Il est bien fait. Il lui a pris près de 10 années de travail. Il avait obtenu un financement de l'UNESCO. C'est un livre que je vous conseille. Je vous conseille également cette merveilleuse série de Jean Suré-Canal. Jean Suré-Canal était un Français du Parti communiste qui vivait en Guinée-Conakry. Et il a écrit 3 livres d'histoire sur le Cameroun qui sont vraiment bien faits. Sur l'Afrique. Dans le tome 1 de la colonisation aux indépendances, c'est un très bon livre. Bon, il est épuisé, malheureusement, mais pour ceux qui sont en France, vous pouvez peut-être en trouver là-bas au quai de Seine, là, vers Saint-Michel, et chez les brocantes, là. Bon, vous avez celui-ci, le tome 2, l'ère coloniale. Il est très bien fait. Si vous voulez vraiment comprendre le système colonial français, je vous conseille ce livre. C'est un excellent livre. Moi-même, j'y ai beaucoup appris. Je l'avais acheté du temps où j'étais étudiant, je l'avais perdu, et puis tout récemment, je l'ai racheté tout à fait par hasard, et j'ai eu vraiment la chance de tomber dessus. Il décrit tout le système colonial français, tous les aspects. Il est vraiment un livre que je vous conseille. Si vous le voyez quelque part, n'hésitez pas à l'acheter, s'il est en vente. Et il a sorti ce 3e tome, toujours lui, Jean Suré-Canal. Il parle maintenant de géographie de la civilisation africaine. C'est un livre également que j'ai lu plusieurs fois. Il est très enrichissant, ce livre.
vous avez, toujours pour l'histoire générale de l'Afrique, vous avez cet tome que je vous conseille, Histoire générale de l'Afrique de l'UNESCO, l'Afrique depuis 1935. C'est un livre financé par l'UNESCO. Il y a beaucoup de contributions. Il est très bien fait. Je l'ai aussi lu plusieurs fois. Il est très dense. Il est écrit en petits caractères. Il y a beaucoup de choses là-dedans. On en apprend beaucoup. C'est un livre que je vous conseille. Et s'il n'est même pas cher, je crois qu'il doit faire 10 €, puisque c'est un livre subventionné par l'UNESCO. C'est un livre que je vous conseille. Maintenant, on tombe sur le Cameroun. Je n'ai pas les miens là, mais mes livres d'histoire du Cameroun, je n'ai que celui-ci sur la période allemande. Bon, je parle de l'histoire du Cameroun de 1884 à 1916, la période du protectorat allemand. Cette maison, c'était la maison du pouvoir allemand à Douala. C'est là qu'était le gouvernement allemand. Là, en tout cas, le gouverneur allemand est à Douala. Bon, moi, j'ai donc écrit ce livre sur la période allemande. J'ai écrit cet autre, toujours sur la période allemande, qui parle un peu de ce que l'Allemagne nous a apporté. Deutschland in Cameroun. Qu'est-ce que l'Allemagne nous a apporté? Donc, je l'ai intitulé L'empreinte allemande au Cameroun de 1884 à 1939. Là, c'est des Allemands avec leur voiture de l'époque et puis des Camerounais qui sont là. Ça, c'était le drapeau du Cameroun à l'époque allemande. Ça, ce drapeau, c'était le drapeau du Cameroun. Donc, c'est pour ça que je l'ai reproduit. Vous avez maintenant ce livre que je vous conseille également, Le Cameroun de 1884 à nos jours, Histoire d'un peuple. Il est de Victor Julius Ngo. Victor Julius Ngo a été prof d'histoire à Buea. C'est un livre dense, très riche en informations et il couvre une très longue période. C'est un travail de bonne qualité, je vous le conseille. Bon, celui-là, je l'ai acheté à Yaoundé. Je ne sais pas si pour ceux qui vivent en hors du Cameroun, s'ils peuvent le trouver, mais moi, je l'ai acheté à Yaoundé. C'est un livre bien fait. C'est un monsieur qui a beaucoup travaillé. Mettre ce livre au point, ça lui a pris beaucoup d'énergie. Il y a celui-ci que c'est un livre de 1934, un livre de 1934, écrit par les colons. Donc, si vous enlevez le côté raciste des interprétations et autres des textes, il contient beaucoup d'informations sur le Cameroun de l'époque. Il y a des statistiques vraiment bien tenues sur tous les aspects, l'agriculture, la santé, l'éducation. C'est un excellent livre. Je l'ai acheté là au quai Saint-Michel à Paris, par terre, là, je l'ai trouvé. Vraiment un bon livre sur cette période-là. Je n'ai pas trouvé mieux. Je me suis vraiment réjoui d'être tombé sur lui. Ce livre, je vous le conseille. Le Cameroun, les indigènes, les colons, les missions, l'administration française. C'est le titre et le sous-titre. Il a été écrit par un certain Villebois, directeur de l'école d'administration et d'affaires. Donc, c'est un livre de 1934. Il vous montre vraiment la période des Français au Cameroun. Bon, vous avez des livres plus récents. Bon, il y a mon gros livre d'histoire, je ne l'ai pas là, malheureusement, il est épuisé à mon niveau, mais il est en vente sur Amazon. Il y a ce livre que beaucoup de Camerounais ont lu. Il est également bien fait. Il parle de l'époque du maquis. Le maquis, une guerre cachée. C'est un livre que je vous conseille également. Il y a ce livre des écrits de Oumyobé Soumaki. Je vous le conseille également. Il y a beaucoup d'informations là-bas, beaucoup de textes de Oumyobé quand il était Soumaki, les lettres qu'il écrivait, ses réflexions. Il est très bien fait. Il y a des discours, il y a des textes très bien. C'est dans ce livre que vous trouvez la définition comment on appelle ça, du drapeau. Le drapeau que l'UPC a levé, que Oumyobé explique pourquoi la couleur rouge, pourquoi le crabe, pourquoi c'est noir et tout ça. Il y a plein d'autres textes polémiques de Oumyobé. Il est bien fait ce livre également, je vous le conseille. J'ai également là le livre de Marthe Moumier qui parle de son mari, mon mari Félix Moumier, victime du colonialisme français.
C'est un livre également qui contient beaucoup d'informations sur la période de l'année 55 et 60 jusqu'à la mort de Félix Mounier. Il est également bien fait. Je l'ai acheté à Paris. Elle me l'avait offert à Evolova, mais il a disparu de mes mains. Et je l'ai acheté à Paris à la librairie Présence africaine. Je pense qu'on peut le trouver ailleurs. Hein. Bon, voilà Madame Marthe Mounier sur la photo. Voilà, c'est des livres que je vous conseille. Et puis évidemment, lorsque vous êtes à Yaoundé, allez quand même perdre un peu de temps aux archives nationales, celles qui sont situées près du palais de justice, l'ancien palais, ou bien de temps en temps aller aussi aux archives de l'Assemblée nationale. Il y a beaucoup de documents là-bas. Vous pouvez également consulter les archives de l'AT, au 4e étage de l'AT à Yaoundé. Et évidemment, si vous êtes à New York, n'hésitez pas d'aller aux Nations Unies ou bien à Genève. Il y a aussi des archives à Genève. Et enfin, vous avez les archives de la France d'outre-mer qui ont été délocalisées à Aix-en-Provence. Aix-en-Provence, c'est une ville à côté c'est une ville située dans la grande banlieue de Marseille. Il y a donc tout ce que les Français ont fait au Cameroun s'y trouve. Et c'est très bien que ces archives soient là parce que c'est le double de ce qui est détruit à Yaoundé. Ce qui est mal conservé à Yaoundé, vous le trouvez intact à Aix-en-Provence. Vous avez des journaux à Yaoundé qui sont déjà abîmés par la moisissure, par l'eau qui coule, mais ils sont encore à Aix-en-Provence. On dirait qu'ils sortent de l'imprimerie. Donc, et puis il y a des photos, il y a plein de rapports. En tout cas, vraiment, moi, je me suis content qu'ils aient gardé le double chez eux. Parce qu'après tout, nous avions eu une histoire commune entre la France et nous pendant la période coloniale. Donc, c'est aussi l'histoire de France. Nous, on a détruit nos archives, on n'a pas su les conserver. Eux, ils ont conservé les leurs, et tant mieux comme elles nous conservent. Donc, voilà à peu près, d'abord, je voulais vous faire ce tour d'horizon pour vous dire que vous pouvez en apprendre beaucoup sur vous-même à travers ces livres-là. Maintenant, aujourd'hui, je voudrais que nous parlions du maquis. À partir d'aujourd'hui, nous allons aborder une page importante de l'histoire du Cameroun, qui est le maquis. Les Camerounais ont pris des armes plusieurs fois dans notre histoire. Ce n'est pas seulement pour résister à l'invasion allemande jusqu'en 1906. Non, ils ont continué. Maintenant, lorsque le régime colonial a été installé, ils ont continué tout au moins à la fin, ils ont lancé des guerres pour se libérer. Et il y en a eu plusieurs. Il y a donc ainsi, en tout cas jusqu'en 1970, il y a eu 4 maquis. Le premier maquis, c'est celui de la Sanaga maritime. C'est le premier maquis. Il a commencé le 18, dans la nuit du mercredi au jeudi 18 décembre 1956. Ça a été le premier maquis de l'histoire du Cameroun. Ça, c'est le premier maquis. Il y a eu un second maquis qui a enchaîné tout de suite à l'ouest. On va dire un second, en fait, c'était une sorte de continuité qui a enchaîné peu de temps après à l'ouest à partir de Baham, parce que le maquis de l'ouest est né à Baham. Les problèmes sont nés à Baham, c'est là que le maquis a vu le jour et il a duré jusqu'à l'exécution de Ouangé le 15 janvier 1971. Il y a eu avant cette date du 15 janvier, enfin l'exécution publique de Ouangé à Bafoussam, il y a eu le maquis de Mouloundou, le troisième maquis qui a été le maquis organisé par Osenda Fana et Ormelen et d'autres personnes. On le qualifie habituellement le maquis des intellectuels. C'est comme ça qu'on le qualifie un peu pour le railler. En fait, c'est les militaires camerounais qui utilisent ces termes pour le railler, ce maquis des intellectuels. Et il y a eu un 4e maquis, ça a été celui de Djoum. Celui-là donc a été organisé par Rumri Massada. Ces 2 derniers maquis, lui c'était dans les années 68, 67, 68. Ces 2 derniers maquis ont eu pour caractéristique d'avoir pour sanctuaire, pour base arrière, le Congo. Ils passaient par le Congo, parce que vous saviez qu'à l'époque,
Massamba Deba avait pris le pouvoir en renversant Fulbert Youlou. Il y avait eu une révolution en 1963 au Congo. Et un monsieur nommé Massamba Deba avait pris le pouvoir. Il était arrivé avec cette histoire de socialisme scientifique, marxisme, léninisme, dont le Congo-Brazzaville était devenu une sorte de foyer de la subversion marxiste en Afrique centrale. Alors, l'UPC qui a donc utilisé ce territoire, le gouvernement en place, qui lui était favorable, lui a permis par 2 fois de suite de pénétrer les forêts camerounaises à travers Mouloudou, d'abord au sein de et son groupe, et à travers Djoum. Djoum, c'est dans le dialogue au sud de Saint-Lima. Il y a donc eu ces 2 autres maquis. Donc, on va résumer, il y a eu 4 maquis de 1956 à 1970, en exécution de l'arrestation de Gouandier s'étant opérée, je crois que ça devait être au mois de juillet, août, en tout cas c'était pendant la grande vacances, je m'en souviens bien, de 1970, et il a été exécuté le 15 janvier 1971 sur la place publique à Bafoussam. Il y avait d'abord 4 maquis. Le premier maquis, Sananga Maritime, 19 décembre 1956. Deuxième maquis, l'Ouest, ça a été un enchaînement. Troisième maquis, Mouloudou, en 1965. Et quatrième maquis, Djoum, en 1968. Nous allons donc consacrer une émission par maquis. Donc je crois que c'est parce qu'embrasser tous les 4 à la fois, ce serait trop long et ce serait vraiment fatigant, et pour moi et pour vous, parce qu'il y a beaucoup de détails. Et c'est épuisant. Il ne faut pas non plus inonder les gens d'informations qu'ils ne retiennent pas. Je voudrais toutefois faire une petite observation avant d'entamer cette question des maquis. C'est que il y a le maquis, il faut l'aborder sans passion. Il faut aborder le maquis sans passion. Il y a eu 2 passions. Il y a eu la passion pour montrer que c'était des bandits. Ça, c'était la propagande gouvernementale. C'était une propagande très puissante qui montrait que ces gens-là, ils fendaient le ventre des femmes pour lui en extraire les gosses et les fœtus et qu'ils égorgeaient par la suite. C'est une propagande très puissante. Moi, j'ai grandi avec cette propagande. C'est quand je suis arrivé étudiant en France, après mon baccalauréat, que j'ai découvert toute autre chose. Donc, il y a cette propagande, et il y a aussi en face l'autre thèse qui veut en sorte que les gens ont été des héros, des grandes personnes qui ont pris des décisions courageuses et autres. Et c'est aussi une histoire que j'appelle passionnée et passionnelle. Donc il faut, je crois aujourd'hui, qu'on essaye de faire la synthèse entre les deux, ne pas céder à la propagande tout simplement, soit celle du gouvernement, soit celle du camp en face. Quand on écrit, quand on parle de l'histoire, il faut que nous arrivions, je suis convaincu que tôt ou tard, on mettra en place dans les cours d'histoire au Cameroun, le maquis au Cameroun. Il faudra maintenant l'aborder sans passion, sans arrière-pensée, sans esprit de propagande, parce que c'est souvent ce qu'il y a d'ennuyeux dans les documents que je lis sur le maquis, que ce soit celui de la Sananga Maritime comme celui de l'Ouest. Il y a beaucoup de propagande, beaucoup de choses exagérées, et ça déforme un peu la réalité, ça devient pénible. Il faut parler du maquis sans passion, sans propagande, en un mot. Le maquis de Sananga Maritime, donc première partie, on va le dire en 4 parties. Première partie, aujourd'hui, le maquis de la Sananga Maritime, comment a-t-il démarré? Pourquoi y a-t-il eu maquis? Ces questions-là, qui étaient les acteurs du maquis, etc. Comment il s'est déroulé, comment il a pris fin, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, on ne va pas réciter une encyclopédie sur le maquis de la Sananga Maritime. Je voulais simplement vous donner les éléments essentiels pour que vous compreniez exactement ce qui s'était passé, que vous en fassiez une idée. Vous pourrez la compléter par vos lectures. Je vous ai présenté beaucoup de livres et puis vous pourrez causer avec les gens. Mais il y a déjà un sous-basement que vous devez connaître. Je peux dire que le maquis de la Sananga Maritime part de la volonté du gouvernement français d'écarter l'UPC. D'écarter l'UPC
on va dire, de la marche vers l'indépendance. Le gouvernement français, l'administration coloniale ne voulait pas que l'UPC prenne le pouvoir. Ça, c'était clair. Et nous avons, dans une émission précédente, expliqué ce qui s'était passé, c'est-à-dire qu'il y avait un tiraillement entre le mouvement nationaliste camerounais. Je préfère utiliser le mouvement nationaliste camerounais parce qu'il y avait l'UPC et l'association traditionnelle qui luttaient pour l'indépendance. Donc, je dis le mouvement nationaliste camerounais et l'administration coloniale, il y avait un tiraillement. L'administration coloniale voulait intégrer le Cameroun dans son empire colonial tout court. C'est-à-dire que nous devenions un territoire comme le Gabon ou le Bangui-Chari, c'est-à-dire la Centrafrique, le Tchad, la Haute-Volta. Et nous, les Camerounais, refusaient en disant non, nous ne sommes pas un territoire colonial, nous sommes un territoire international dont l'administration simplement a été confiée à vous, la France, et à vous, l'Angleterre. Nous ne saurions accepter d'être intégrés dans l'empire colonial français comme vous voulez le faire. Ça a été une guerre, c'est ça même le fondement du nationalisme camerounais à partir de 1946. Si vous ne comprenez pas ça, c'est que vous n'aurez pas compris la trame de l'histoire. Et c'était toute la bataille des Camerounais. Nous refusions, normalement, nous ne devions pas avoir acquérir la citoyenneté française en 1946. Comme les Maliens, bon, ça ne s'appelait pas Mali à l'époque, comme les Sénégalais, les Ivoiriens et autres, ça ne nous concernait pas. Ça, c'était pour les colonies. Mais la France ne voulait rien entendre. La preuve est que nous étions gérés par le ministère des colonies d'abord, et ensuite par le ministère de la France d'outre-mer, comme tous les autres territoires coloniaux. Alors, nous n'étions pas un territoire colonial, nous étions un territoire international des Nations Unies, géré par le Conseil de tutelle. Mais comme le Conseil de tutelle n'avait pas une administration, il a donc été confié à la France et à la Grande-Bretagne. Donc ça a été une autre bataille. Et toute la France n'a pas du tout voulu que le mouvement nationaliste continue dans ce sens et accède au pouvoir, prenne le pouvoir au Cameroun. Ça a été le tiraillement. Nous, non seulement, même sur le Togo, même au Olympie et autres, on bataille contre l'administration française qui voulait intégrer le Togo dans son empire colonial. Le Cameroun dépendait de l'AEF, Afrique équatoriale française, dont la France disait Afrique équatoriale française plus le Cameroun, plus le territoire associé du Cameroun. Et le Togo dépendait de l'AOF, Afrique occidentale française, plus le territoire associé du Togo. Donc c'était comme ça. Donc, la capitale de l'AEF, l'Afrique équatoriale française, c'était Brazzaville. Et la capitale de l'AOF, Afrique occidentale française, c'était Dakar. Donc, nous dépendions de Brazzaville. Et les Togolais dépendaient de Dakar, comme les Sénégalais et autres. Nous, ici, on dépendait de Brazzaville, comme les Tchadiens, comme les Oubangiens, Chariens, bon, c'est qui est devenu la Centrafrique, Congo. Donc, voilà, c'est comme ça que nous étions gérés et nous refusions cela. Je passe rapidement. Nous avions, donc, le mouvement nationaliste avait pour problème la date de la levée de la tutelle. On avait déjà fait toute une émission là-dessus, je ne vais pas m'attarder longuement. Nous avons été roulés au moment de la signature de l'accord de tutelle aux Nations Unies le 13 décembre 1946. L'accord de tutelle, c'était l'accord qui régissait le Cameroun sous tutelle des Nations Unies à l'administration confiée doublement à la France et à la Grande-Bretagne. Et lorsque la France a signé l'accord de tutelle avec un certain Ojoula, ils ont réussi à mentir, parce que l'accord de tutelle devait être approuvé par la population, par le peuple camerounais avant d'être signé. Le contenu devait être approuvé et arrivé aux Nations Unies, Ojoula a menti que les Camerounais avaient lu l'accord de tutelle et il avait approuvé le contenu. Et ils avaient fait venir un Camerounais qui est venu le confirmer que non, nous avons lu l'accord de tutelle, nous avons approuvé le contenu. Or, il y avait un problème dans cet accord de tutelle. Cet accord de tutelle ne prévoyait pas la fin de la tutelle, qui signifiait donc, parce que notre indépendance, c'était la levée de la tutelle. C'est par là que nous devenions indépendants. La levée de la tutelle, c'est ça l'indépendance. Et l'accord de tutelle du 13 décembre 1946 n'avait pas précisé quelle était la levée de la tutelle. Donc, nous, le mouvement nationaliste, c'est donc fondé sur ça, en disant, mais vous ne pouvez pas nous imposer une tutelle indéfinie. Elle peut atteindre l'an 2000. Il faut qu'on dise que la tutelle va s'arrêter à telle date. Alors, le mouvement nationaliste prenait pour base de travail, vous avez accordé à la Libye une tutelle de 10 ans.
accorder à la Somalie une tutelle de 10 ans. Il faut aussi que nous puissions bénéficier des mêmes 10 années de tutelle, comme vous l'avez fait aux autres. En conséquent, notre accord de tutelle ayant été signé le 13 décembre 1946, il faudrait donc au plus tard, le 13 décembre 1956, 10 ans plus tard, nous soyons indépendants. Voilà, donc c'était une chamaillerie impossible entre la France et nous. Et je vous avais dit la dernière fois que le 22 avril 1955, en conséquence, l'UPC avait levé le drapeau, avait d'abord signé, publié ce qu'on avait appelé la déclaration commune. C'était une sorte de déclaration unilatérale d'indépendance pour le 31 décembre 1955. C'est-à-dire que la déclaration commune disait au 31 décembre 1955, nous serons indépendants. Parce que c'est ce que l'accord de tutelle nous prévoit. Et le 22 mai 1955, le drapeau camerounais a été levé. Bon, on ne va pas revenir là-dessus, on en avait déjà parlé. Un premier drapeau camerounais a été levé au quartier Mokolo, à Yaoundé, par Ouandji Ernest et Mounier. Ils étaient venus de Douala pour la cérémonie. Et le 25, vous vous souvenez, nous avons fait toute une émission là-dessus. Il y a eu donc ces grandes émeutes, ce massacre toute la semaine qui est là. Et Mounier a réussi à filer. On ne l'a pas pris. Ouandji également, ils ont disparu, se sont réfugiés à Kumba, en zone anglaise, comme on disait à l'époque, en zone anglaise. Nous étions la zone française. C'était comme ça que moi j'ai trouvé cette appellation. Donc, voilà le décor de la guerre de 55, la guerre de 56. Bon, donc, lorsque tous ces événements se produisent, Oumniobé n'est plus en circulation, on va dire comme ça. C'est lorsque revient Oumniobé de l'ONU, au mois de mars 55, on en avait déjà parlé, donc je ne reste pas longtemps là-dessus, il a trouvé une citation à comparer au palais de justice à Douala. Et il avait estimé que c'était l'occasion pour lui et pour l'administration coloniale de le jeter en prison. Il ne s'y est pas présenté, donc il est donc entré sous maquis. Donc les émeutes de Douala, d'un camp de Banga, de Loum, de Penja et autres manteaux ont trouvé que Oum n'était plus visible, il était déjà au maquis. Il n'était pas directement concerné. On a lancé les mandats d'arrêt contre lui. Donc, 13 juillet 1955, l'UPC est dissoute par un décret de l'administration coloniale française. Donc, voilà donc une bataille qui s'entend maintenant. L'UPC est dissoute, ça devient un problème. Qu'est-ce qu'on va faire de ces gens? En tout cas, ça a été un soulagement. Ça, c'est le premier aspect qu'il faut retenir. Ça a été un soulagement de la part de l'administration coloniale. On a enfin mis hors l'état de nuire ce mouvement et puis toutes ces filières qui viennent nous casser les oreilles avec les histoires d'indépendance, ça suffit. Donc l'UPC a été dissous. Mais en même temps, il y avait un grand vide. Et Sokop Wiso, pour essayer de rattraper la situation, Sokop Wiso a créé au mois de juin 1956 ce qu'il a appelé courant d'union nationale. Le courant d'union nationale, c'était une sorte de mouvement pour rattraper, comment on va dire, la dissolution de l'UPC. Donc, Sokop Wiso a lancé le courant d'union nationale et beaucoup de l'UPC ont commencé à y adhérer. Sokop Wiso et Oumniobé ont partagé une importante correspondance parce que Oumniobé n'est pas parti à Kumba. Oumniobé était sous c'est Mounier et Ouandji et autres qui sont allés à Kumba, qui se sont réfugiés à Kumba. Mais Oumniobé était toujours à l'intérieur du territoire. Donc, la bataille a consisté à faire en sorte qu'on lève l'interdiction de l'UPC. Cette bataille se menait, et d'autant que peu de temps après, pendant que les parlementaires camerounais avec en tête Sokop Wiso cherchaient à obtenir la levée de l'interdiction de l'UPC, Houphouët-Boigny a réussi à faire passer la loi cadre de fer, parce que Houphouët-Boigny était ministre là-bas au Conseil, on va simplifier au Premier ministère en France. C'est Houphouët-Boigny qui trouve le juste milieu. D'un côté, les Africains veulent l'indépendance. D'un autre, les Africains dans l'ensemble, c'est-à-dire tous les territoires coloniaux, et évidemment nous qui avions cette vocation, mais les autres aussi disaient, même si nous n'avons pas la vocation d'indépendance, il faut bien que nous soyons indépendants. Les Latino-Américains avaient été colonisés, ils ont obtenu l'indépendance. Les Canadiens, les Américains, il faut l'indépendance. Donc, la bataille était telle au niveau de la revendication de l'indépendance que le gouvernement français était acculé.
mais était braqué sur sa position. Il n'en était pas question. Alors, aux élections de 1956 pour l'Assemblée nationale française à Paris, de mois de février 1956, Houphouët-Boigny a été élu. Il a été élu et il est nommé au ministre, là-bas au Premier ministère. On appelait ça au Conseil, à la présidence du Conseil. Bon, c'est compliqué d'appeler, on va dire au Premier ministère en France. C'est là que Houphouët-Boigny a l'intelligence de trouver un juste milieu en disant bon, on ne proclame pas l'indépendance, mais on va faire en sorte que, au moins qu'il y ait l'autonomie interne. C'est Houphouët-Boigny qui est à la base de la loi cadre de fer qui va donner naissance à l'autonomie interne. C'était quoi l'autonomie interne? Ça veut dire, bon, mais on n'est pas indépendant, mais on aura nos gouvernements au niveau de l'Afrique, on aura nos assemblées, nous allons maintenant élaborer nos lois, nous n'allons plus dépendre, nous n'allons plus tout attendre de Paris, parce que jusque-là, les assemblées territoriales n'étaient là que pour comment on appelle ça, voter le budget et suivre l'exécution du budget du territoire. Donc, grâce à Houphouët-Boigny, il a réussi, à partir de sa position, à amener le gouvernement français à accepter le principe de l'autonomie interne. Et le ministre des colonies de l'époque, c'était donc Gaston Defferre. Le ministre de l'Outre-mer, c'était Gaston Defferre. Donc, c'est Houphouët-Boigny et Gaston Defferre qui ont introduit cette loi, ce projet de loi à l'Assemblée nationale française, qui était la loi de l'autonomie interne. Donc, à savoir qu'on va maintenant créer des gouvernements locaux, l'Assemblée aura le pouvoir législatif, on met fin à la ségrégation raciale dans les assemblées territoriales parce qu'il y avait les députés blancs d'un côté, les députés noirs d'un autre, on abolit tout cela. Donc ça a été une sorte de révolution. Mais ce n'était pas l'indépendance. Alors nous, au niveau du Cameroun, beaucoup de pays ont refusé. Je vous avais déjà parlé de ça ici, comment est-ce que les Camerounais avaient traduit cela. On ne reviendra pas là-dessus parce que ça va nous perdre le temps. Donc on se retrouve au mois de juin également, le même mois de juin, avec d'un côté le courant de l'Union nationale que Sokop Friso a mis en place, et d'un autre côté l'autonomie interne, la loi cadre de fer que Houphouët-Boigny a réussi à faire, à valiser par Gaston Defferre, la loi cadre de fer qui prévoit donc l'autonomie interne. Donc, voilà les deux situations dans lesquelles nous nous retrouvons. L'autonomie interne implique donc des élections législatives nouvelles. Et dans le cas du Cameroun, on a décidé de faire des élections anticipées. Elles devraient avoir lieu au mois d'avril 1957. Mais on a décidé de les tenir plutôt en novembre. Et je n'ai toujours pas su la raison, je vais continuer à chercher pourquoi on avait anticipé ce scrutin, je dois encore chercher. On a décidé de le tenir en novembre plutôt qu'en avril 1957, comme partout ailleurs. Et voilà donc, mais maintenant c'est les élections en novembre 1956, mais l'UPC est interdite. Comment on va faire? Donc la bataille continue en disant non, il faut lever l'interdiction de l'UPC, il faut lever l'interdiction de l'UPC, d'autant que l'UPC voulait participer à ces élections, ou Niamey lui-même voulait participer à ces élections. Ce n'était pas une occasion à louper. À partir de ces élections, allait être formé le premier gouvernement camerounais. Si vous ne participiez pas à ces élections, vous ne pouviez pas participer au gouvernement camerounais. Donc, c'était un tournant dans l'histoire du Cameroun. L'UPC voulait participer à ces élections. Oumniobé voulait participer à ces élections. Bon, Mounié et autres étaient déjà hors du territoire, mais Oumniobé était toujours dans le territoire. Il voulait participer à ces élections. L'UPC voulait participer à ces élections. Mais l'administration coloniale française, avec à sa tête dans le haut-commissaire Pierre Mesmer, on fait que jongler. Oui, on va lever l'interdiction, oui, on va lever. Et la date de clôture du dépôt des dossiers approchait déjà dangereusement. Bon. La tension était telle que finalement, on a repoussé les élections d'un mois. On a dit non, elles ne se tiendront plus en novembre, elles vont se tenir le 23 décembre 1956. Bon, l'IPC s'est dit, d'ici là, peut-être en repoussant d'un mois, on aura peut-être la possibilité de lever notre interdiction. Et nous pouvons participer à ces élections. Nous voulons y participer. L'UPC voulait participer à ces élections. Il n'était pas question de refuser. Bon, dans un premier temps, tout un débat était que c'est l'autonomie interne, nous on veut l'indépendance, on ne veut pas l'autonomie interne, mais comme on dit, un tien vaut mieux que deux. Bon, même si ce n'est pas ce que nous voulons, même si ce n'est pas ce que nous désirons, nous ne pouvons pas laisser que le gouvernement soit formé par des gens qui sont très tièdes dans le combat pour l'indépendance, voire même des gens qui sont hostiles au palais d'indépendance. Donc, ce n'est peut-être pas ce que nous voulons.
Mais l'autonomie interne, nous ne devons pas la douter. Il faut que nous participions à ces élections. Donc la bataille était dure. Et l'administration coloniale ne voulait pas que l'UPC participe à ces élections. Lorsque plus approchait la date du dépôt des dossiers, plus la tension était forte. Il y a donc eu une première grande réunion à Dibombali sur cette question. Dibombali s'est appelé, voilà, quand vous allez faire un compte, bon, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il y avait aussi une partie du UPC qui disait non, nous ne devons pas participer à l'élection, ce sont des élections fantoches et autres. Et il y avait un groupe qui disait non, il faut participer aux élections. Nous ne pouvons pas laisser les anciens indépendantistes prendre le pouvoir. Ces élections devaient déboucher sur le pouvoir. Donc il y a eu une première réunion à Dibombali, à l'issue de laquelle la non-participation à l'élection l'a emporté dans les débats et dans le vote. Ceux qui étaient pour le boycott du scrutin l'ont emporté. Ils ont remporté les élections, le scrutin à l'intérieur du débat. Et il y a eu une seconde réunion. Il y a eu une seconde réunion à comment on appelle ça, Ambam, sur la route, dans la banlieue de Boroba, sur la route de l'Olodor. C'est le village, pour ceux qui le connaissent, c'est le village de Seba Georges, le chanteur Seba Georges. C'est là qu'il y a eu ce village, cette seconde réunion. Les Soko Priso, les Kobi Ouane, tous les gens du courant de l'Union nationale et les UPCistes qui n'étaient pas au maquis, qui n'avaient pas été actés, c'était donc retrouvé encore à Anvameyebo, sur la route de l'Olodor, à partir des Boroba, c'est à 10 km. Le village de Seba Georges, ils ont encore ouvert ce débat en disant on ne peut pas laisser les fantoches, je prends l'expression de l'époque, je n'endosse pas, je prends les expressions de l'époque, les fantoches prendre le pouvoir à travers les élections, parce que ces élections, c'est le pouvoir. Et notre parti disait, nous ne pouvons pas non plus y participer si l'UPC n'est pas, si la déclaration de l'UPC n'est pas, l'interdiction de l'UPC n'est pas levée. Alors, les Soko et plein de gens disaient, s'ils ne lèvent pas ce qui est déjà évident, qu'ils ne vont pas lever l'interdiction de l'UPC, allons aux élections sous une autre bannière. Il y avait une catégorie qui refusait catégoriquement. Donc, on se retrouvait à l'issue de la réunion d'Anvam, toujours dans la même impasse. Une partie disait, on doit malgré tout aller aux élections, même si nous n'y allions pas sous la bannière de l'UPC. Et une partie qui disait, non, nous ne devons pas, soit c'est l'UPC, soit ce n'est pas l'UPC. Nous sommes les UPCistes. Si c'est l'UPC qui part, nous y allons. Si ce n'est pas l'UPC, nous n'y allons pas. Moi, il n'en est pas question. Ils se sont donc séparés un peu le poisson en Bameyebo, et c'était la veille du dépôt des dossiers. Donc, un grand nombre d'UPCistes et proches de l'UPC ont déposé des dossiers. Mais une autre partie n'a pas déposé de dossier. Nous sommes donc à la fin du mois de novembre. La date de dépôt des dossiers était arrivée, était close. Qu'est-ce qui va donc se passer? Et c'est important que l'on maintenant, parce que là, les sociétés vont prendre une autre tournure. Le 3 décembre 1956, les élections sont fixées au 23 décembre. Donc, 20 jours avant, une réunion se tient en Sanagaï, au cours de laquelle est créé le CNO. Le CNO. L'image est coupée. Voilà, au cours de laquelle est créé le CNO, le Comité national de l'organisation. C'était quoi? C'était la branche militaire du l'UPC. C'était la branche militaire de l'UPC que, bon, maintenant, on va passer à la lutte armée. Il est créé le CNO, le 3 décembre 1956, donc 20 jours avant les élections. Et Moumié et Bouandji et les autres qui étaient réfugiés à Kumba tiennent une autre réunion 7 jours plus tard, donc le 10 décembre 1956, donc 13 jours avant les élections. Ils disent non seulement que nous avons déjà une branche armée, mais nous allons empêcher par tous les moyens la tenue de ces élections, c'est-à-dire en usant de la violence. Voilà, ils ont usé la violence contre nous en nous interdisant et autres. Nous aussi, on va empêcher la participation aux élections. Donc, ils ont donc décidé un boycott actif des élections. Donc, c'était daté le 10 décembre 1956 à Kumba que Ouandji prône le boycott actif du scrutin du 3 décembre 1956. Ces dates sont importantes. Et 8 jours plus tard,
dans la nuit du 18 au 19 décembre 1956, le CNO, le Comité national d'organisation, dont la branche armée de l'UPC, lance ses premiers attentats. Réalise ses premiers attentats. Il coupe le chemin de fer, la ligne de chemin de fer entre Douala et je crois que ça devait être carré. Ils ont déraillé, ils ont déboulonné les rails. Le train s'est renversé, évidemment. Et dans la même nuit du 18 au 19 décembre, l'UPC avait prôné le boycott. Mais toutes les populations de la Sana maritime n'avaient pas accepté le boycott. Donc, il y avait eu 3 candidats qui avaient présenté leur liste. Et ils menaient leur campagne électorale en disant, bon, vous voulez boycotter, nous allons aux élections. Ces 3 candidats, c'était le docteur Delangue, Charles, qui était médecin à l'hôpital de DA, un Puma, qui était, je crois que c'était Samuel Puma, qui était un forestier, un homme d'affaires, et puis le roi Antoine, voilà, ils avaient promis une liste de 3 personnes, parce que la Sana maritime devait produire 3 personnes. Je voudrais préciser que la Sana maritime à l'époque comportait la laitier, c'est-à-dire que c'était le nom Ekele, c'était la Sana maritime actuelle plus le nom Ekele. Ce n'était pas la Sana maritime d'aujourd'hui, c'était la Sana maritime plus le nom Ekele, qu'on appelait la Sana maritime. Donc, il y avait 3 députés qui devaient provenir de là. 3 personnes ont donc formé une liste avec le docteur Delangue, Samuel Nkouma et puis le roi Antoine. Ces 3, eux, ils disaient non, nous sommes contre le boycott. Nous sommes contre le boycott, nous allons faire ça. Dans la même nuit où la guerre a été déclenchée, les deux des 3 candidats ont été assassinés. Le docteur Delangue a été assassiné par les gens qui disaient zéro élection, boycott violent. Vous êtes candidat, vous allez voir ce que vous allez voir. Le docteur Delangue a été assassiné. Puma également a été assassiné. Les 2 des 3 candidats ont été assassinés. Ceux qui sont venus pour assassiner le roi Antoine l'ont loupé, c'est-à-dire qu'ils ont entré dans la maison, le roi Antoine est sorti. Voilà. Ils ont tiré un coup de feu, ça l'a manqué. Bon, comme c'était la nuit, il a disparu dans la nuit. Voilà comment le roi Antoine a disparu, a eu un saut. Mais les 2 autres candidats ont été assassinés cette nuit-là, donc dans la nuit du 18 au 19 décembre 1956. Et le 23 décembre, qui était donc un dimanche, 23 décembre 1956, le CNO, le Comité national d'organisation de la branche armée de l'UPC, a décidé de saccager tous les bureaux de vote, en tout cas autant que possible, les bureaux de vote en Sana maritime. Le saccage des bureaux de vote, l'agression des candidats, qu'on a dit que c'est le boycott et vous ne serez pas, il n'y aura pas élection. Non seulement le saccage des bureaux de vote, l'agression des candidats, bon, les 2 candidats ont été, 2 des 3 candidats ont été tués, mais l'agression aussi des votants, des gens qui venaient quand même voter, le dernier qui était resté vivant, donc ça a été une situation terrible en Sana maritime. Voilà le début de la guerre. Donc, dimanche 23 décembre 1956, il y a saccage des bureaux de vote dans la Sana maritime, qu'ici, il n'y aura pas élection. Il n'y aura pas élection. Comme l'UPC n'a pas pu participer à ce scrutin, il n'y aura donc pas de scrutin. Voilà donc, c'est la danse, cette semaine-là, ce qui s'est passé, ce mois-là, je vous ai déjà depuis déjà le 3 décembre, création du CNO, dans la branche militaire de l'UPC, Comité national d'organisation, on a appelé CNO. Le 10 décembre, décision de d'un boycott actif. Il n'y a pas élection. Si comme l'UPC n'a pas été admis à participer à ce scrutin, il n'y a pas élection. Donc, et dans la nuit du 18 au 19 décembre 1956, c'est le déclenchement du boycott violent en disant, bon, ceux qui sont candidats, on va les adresser. Donc, Puma a été assassiné, Dr Delangue a été assassiné, le roi Antoine a échappé à la mort. Et le dimanche 23 décembre 1956, les bureaux de vote ont été saccagés pratiquement partout dans la Sana maritime et les personnes qui voulaient aller voter ont été agressées. Le lundi 24 décembre 1956, c'est là que l'armée française est intervenue. Ça c'est la chronologie de la guerre. Donc, voilà. Donc, à partir du lundi 24 décembre 1956, l'armée française est entrée en action. Et il y a un célèbre texte de Ougnoré qui a été écrit là-dessus par rapport à ce lundi-là. Comment l'armée française est venue, a commencé à tuer les gens et autres. Et il faut donc suivre cette chronologie. Voilà comment la guerre s'est déclenchée.
tout de suite, évidemment, ils ont envoyé les bataillons, mais ils ont fait venir, comment on l'appelle, Mesmer a fait venir des troupes de l'AOF, de Brazzaville et autres, et de beaucoup plus loin. Il est venu d'abord un type appelé Crest de Villeneuve. Crest de Villeneuve, c'était un colonel français. Crest de Villeneuve est venu faire la pacification. Maintenant, quel était le rapport de force? Le CNO, le Comité national d'organisation, dont la branche armée de l'UPC, était constitué essentiellement d'anciens combattants et des gens que l'on enrôlait comme ça pour empêcher l'organisation du scrutin, en clair, faire la guerre, pour simplifier. Et, lorsque je fais le bilan de tout ce que j'ai pu faire comme recoupement dans les archives à gauche, différents documents, ils s'étaient retrouvés au moment où ils avaient le plus de troupes. Ils avaient 1200, entre 1000 et 1200, je ne sais pas quel terme utiliser, en tout cas, guerrilleros avec eux. Dans le CNO, avait à peu près entre 1000 et 1200 guerrilleros. Et c'est à peu près exactement le même nombre de soldats que Mesmer avait fait venir sous la conduite d'un certain colonel du nom de Crest de Villeneuve. Donc, l'armée de l'UPC, en termes d'équipement, n'avait rien. Ils avaient des machettes, ils avaient des fusils de traite qu'eux-mêmes fabriquaient. Et puis, quand ils attaquaient une gendarmerie, ils pouvaient récupérer un ou deux fusils. Bon, ils n'avaient pas grand-chose. C'était beaucoup plus de la volonté. Mais il avait matériellement, il n'avait rien. Et il n'avait pas de base arrière. Il n'avait pas de base arrière parce que le FLN en Indochine avait pour base arrière la Chine. Donc, le FLN avait pour Chine pouvait se replier en Chine. Alors, tandis que l'UPC n'avait pas de base arrière. L'UPC en Sananga-Maritime était cerné, totalement cerné. La Sananga-Maritime, c'était en plein milieu du Cameroun, même si c'était au bord du Cameroun. À l'ouest, c'était le Niger, il n'y a pas question. À l'est, c'était la Centrafrique, pas question. Au sud, le Gabon, pas question. Donc, sur le plan matériel militaire, c'était une guerre ingagnable. Cette guerre de la Sananga-Maritime était ingagnable. Bon. Maintenant, la guerre a commencé, ils sont arrivés, ils ont commencé à vider les villages. À regrouper, ils ont créé des villages prisons. Ça, c'est l'armée française, l'administration française. Ils ont regroupé les gens dans les villages et ils ont fait savoir que si on vous retrouvait hors de ces villages, on vous considérait comme un maquisard. Voilà. Donc, le terme maquisard a vu le jour comme ça, à cette période-là. Et ils ont choisi des jours au cours desquels les populations prisonnières dans les nouveaux villages créés pouvaient aller se ravitailler dans leurs champs. Ces jours-là étaient bien définis et il fallait qu'ils viennent rester dans ces villages prisons. On pourra les décrire dans notre émission parce que ça va nous retarder. C'était des camps de concentration assez ouverts, c'est-à-dire qu'ils ont repris les méthodes qu'ils avaient vues à Auschwitz ou bien à Conrad ou bien à Truthof ici à Strasbourg. C'était quelque chose de terrible. J'avais des camarades au lycée qui nous en parlaient un peu à la sauvette, comment est-ce qu'ils se cachaient dans les arbres. C'était vraiment la répression française à la décision du CNO de boycotter de manière violente le scrutin du 23 décembre 1956. Ça a été terrible. Ça a été terrible. Donc, quand Mounioré a vu cela, il a usé de l'intelligence. Il a dit, bon, cette guerre, telle que ces gens font là, le coût humain sera terrible et nous ne sommes pas sûrs de la remporter. On va donc demander une sorte de repli tactique. Donc, qu'on réduise, pour ne pas dire qu'on cesse les hostilités, qu'on fasse semblant d'avoir abandonné. Donc, au partir de, quand on est arrivé en avril, mai 57, l'armée française, dans l'administration coloniale française, était convaincue d'avoir déjà pacifié la Sananga-Maritime. La Sananga-Maritime. Et parce que, bon, les guerrilleros de l'UPC n'attaquaient plus. Ils ont fait réaliser une sorte de repli tactique. Que non, la force de feu d'en face est terrible et la répression est terrible. Ils brûlent nos villages, ils font des choses, ils saccagent nos plantations. Non, la répression, ils ne s'attendaient pas à ça. Moi, je crois s'ils savaient que ça allait être ça, si violent, je crois qu'ils n'auraient pas saccager les bureaux de vote le 23 décembre 1956. Ils s'en attendaient certainement pas à ça. Moi, je ne crois pas. Bon, mais quand ils ont vu la riposte d'en face, la répression, la violence, la foule,
d'en face, Oumniové a dit non, les gars, ralentissons un peu, rasons un peu le mur. Ils ont changé, Oumniové a changé de tactique. Il a dit bon, on va maintenant procéder différemment. Nous allons créer une république de fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Oumniové, ils ont commencé à délivrer des actes de naissance sous Macky, à délivrer des cartes d'identité, à des actes de mariage. Bref, ils avaient créé leur propre centre d'état civil avec en tête la République du Cameroun, avec CAD. Donc c'était toute une administration qui fonctionnait déjà sous Macky. Et vraiment, son objectif était peut-être d'arriver à faire en sorte que ce pays parallèle progresse jusqu'à proclamer l'indépendance de manière unilatérale. Ça devait être le plan de Oumniové. En tout cas, il avait mis en place toute une administration parallèle sous Macky. Je vous ai dit, les actes de naissance des enfants qui naissaient se faisaient enregistrer dans cette administration. Ils obtenaient des actes de naissance là-bas, les mariages, bref, il y avait tout un service d'état civil qui était là. Ils levaient des impôts parce qu'il fallait financer la guerre, il fallait financer tout ce mouvement. Ils levaient des impôts et ils avaient leur service de renseignement qui était très puissant. Il y avait des gens partout qui les renseignaient. Dans la police, dans la gendarmerie, puis c'était les Noirs, c'était les Camerounais, ils les renseignaient. Dans l'administration, ils les renseignaient. Dans les villages, ils les renseignaient. Et il y avait aussi, évidemment, un service de répression qui était très puissant. Donc, le terme dicocon, c'est un terme bastard qui veut dire traître. Lorsqu'on identifiait un traître, un dicocon, on le tuait. C'était comme ça, c'est la loi de la guerre. Donc, si l'armée de l'UPC identifiait quelqu'un que c'est un traître, c'est quelqu'un qui livre les informations au camp d'en face, à l'administration coloniale ou à l'armée française, il était tué, et dicocon. Donc, il y a eu cette terrible période de répression, mais Oumniové a eu l'intelligence de dire, les gars, rasons d'abord les murs. Je crois qu'il voulait, comme je me répète, qu'il voulait peut-être placer l'administration coloniale devant le fait accompli, à savoir qu'il y a déjà une république de fait au Cameroun, au moins à travers la Sénégal maritime. Mais manque de peau au cours d'une patrouille comme ça, alors que l'armée française et Mesmer étaient convaincus qu'il n'y avait plus rien, ils sont tombés sur des documents à partir desquels ils ont découvert toute l'administration que Oumniové avait déjà créée sous Macky. Comment? C'est là qu'ils se rendent compte que mais ces gens ont changé de pays, ils n'avaient pas autre chose. Et là, le renfort, la guerre reprend depuis belle. C'était la deuxième phase de la guerre en Sénégal maritime, qui a donc repris depuis belle à partir de la fin 57. Ça a été vraiment terrible jusqu'à ce que, bon, la suite vous connaissez, les gens ont commencé à mourir de manière effroyable. Les troupes, comment on appelle, le CNO, le Comité national d'organisation, a commencé à perdre des troupes, Oumniové était devenu totalement instable parce que il y avait beaucoup de dicocons, des gens qui renseignaient de l'administration sur les lieux où ils pouvaient se trouver. Bon, la dernière fois, on a parlé de la mort de Oumniové, je ne vais pas revenir là-dessus. Oumniové est tombé malade, vraiment le Macky tournait kazakh, comme on dit de manière vulgaire, ça tournait kazakh. Il était devenu évident que la guerre était perdue. De toute façon, c'était une guerre ingagnable. Il y avait quoi parmi les anciens combattants? Anciens combattants, c'était un grand titre. C'était des quoi? C'était des tirailleurs. On lui dit il tire, on lui dit oh, ça suffit comme ça, il arrête. Bon, et en face, vous aviez des gens qui avaient fait l'école de guerre, qui avaient une vraie formation militaire, qui avaient l'expérience de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale, qui avaient l'expérience de la guerre d'Indochine. C'était des gens formés. L'UPC n'avait pas, ça n'avait rien comme formation militaire véritable. L'UPC avait seulement la foi, le courage. Et l'UPC n'avait pas d'armes. En tout cas, la puissance de feu d'en face était inégalable. Et lorsque Oumniové est assassiné le 13 septembre 1958, ça c'est une date devenue célèbre dans l'histoire du Cameroun, marquée à la pierre blanche. Bon, le Macky a continué encore jusqu'à peut-être mars 59, mais les ralliements ont commencé à se faire, les modèlements ont commencé à se faire. Finalement, le Macky s'est arrêté comme ça. Lorsque nous sommes arrivés en 1960, il restait simplement quelques petits groupes qui
qui continuaient à, bon, je ne le dis pas méchamment, hein, mais qui continuaient à errer dans la forêt, venaient faire un coup par là, tenter de couper une route, d'attaquer une gendarmerie, mais le gros des troupes avait déjà quitté la forêt avec la mort de Bougnolé. Voilà à peu près, voilà résumé le maquis de la Sénat-Maritime. Un maquis ingagnable, une guerre ingagnable, rapport de force tellement défavorable à l'UPC, cerné territorialement, et puis pas d'armes. Voilà à peu près ce qui s'est passé. Et la mort de Bougnolé a été un facteur démobilisateur phénoménal. Lorsque Bougnolé est mort, les ralliements se faisaient, on commençait à se faire par cinquantaine, par centaine, par jour. Lorsque vous allez aux archives, c'est parfois 60 personnes qui quittaient le maquis, qui disaient, bon, nous on dépose des armes, c'est parfois 100 qui disaient, bon, nous on dépose des armes, parfois, bon, 2, 3, parfois. En tout cas, la mort de Bougnolé a complètement démoralisé les guerrilleros qui étaient en Sénat-Maritime. Et comme je viens de le dire, le maquis s'est véritablement estompé vers le mois de février, janvier, c'est février 58, il n'y avait plus rien. Il restait quelques poches, quelques personnes, quelques téméraires qui continuaient à animer la flamme, mais la cause était perdue. Voilà pour ce qui est du maquis de la Sénat-Maritime. Mais pendant qu'il prend fin, un autre maquis a vu le jour à l'ouest, à partir de Banjul, à partir toujours du mois de novembre, décembre 56. Nous allons l'aborder le mercredi la semaine prochaine, la naissance, le maquis de l'ouest. Les données, retenez simplement qu'il est né à partir d'un conflit de chefferie à Banjul avec Kandem Nihim. C'est là, Kandem Nihim, à partir de Kandem Nihim, que le maquis de l'ouest a vu le jour. Et nous allons l'aborder à la deuxième partie de l'histoire du maquis au Cameroun. J'ai été très rapide, il y a beaucoup de choses à dire, mais je ne voudrais pas, ce n'est pas une thèse d'État que je vous ai présentée. Simplement, il fallait que vous sachiez comment ça s'est passé. Donc, en résumé, l'UPC voulait participer aux élections. De l'UPC de participer aux élections qui a été à la base du maquis. Si l'UPC avait été accepté d'aller aux élections, ça veut dire que si on avait levé l'UPC, je pense qu'il n'y aurait pas eu maquis. Parce que l'UPC voulait aller aux élections, voulait participer aux élections. Le fait de ne pas avoir permis à l'UPC de participer aux élections l'a amené à créer une branche armée, qui a été le CNO, le Comité national de l'organisation. Et c'est cette branche armée qui a prôné le boycott actif du scrutin du 23 décembre 1956. Par boycott actif, il s'agissait d'empêcher que le scrutin ait lieu, d'agresser les candidats. 2 des candidats ont été assassinés, Nkrumah et Delangre. Le troisième a échappé à la mort. Et il fallait saccager tous les bureaux de vote le 23 décembre 1956. Et enfin, les lignes de chemin de fer ont été saccagées entre EDA et SK dans la au 19 décembre 50. C'est la nuit où Delangre et Nkrumah avaient été assassinés. Et il y avait aussi, on avait aussi procédé à la coupure de la ligne téléphonique, parce qu'à l'époque c'était le fil entre Douala et Yaoundé. Voilà, et bon, vous savez, il aurait été tué le 13 décembre 1958. Et le maquis, bon, après sa mort, il y a eu beaucoup de gens qui sont découragés, démoralisés. Ils ont commencé à se rendre à sortir du maquis, Et je peux dire que lorsqu'on est arrivé à janvier 59, il n'y avait plus grand-chose. Voilà l'histoire du maquis de la Sénat-Maritime. On peut en dire davantage, et si vous retenez ça, ça veut dire que vous avez compris. Pourquoi il y a eu maquis? C'était les élections. Si le UPC passait aux élections, il n'y aurait pas eu maquis. Voilà. Oui. OK? Oui, voilà, j'attendais que tu, comme on dit chez les petits, que tu déposes la parole. Je n'arrive pas à traduire cette expression Asum Nkobo. Je n'arrive pas à la traduire en français, mais je la trouve tellement poétique, tellement, voilà, c'est ça que j'essaie de dire. Donc, comme d'habitude, on a écouté passionnément, et ça va toujours très très vite avec cette émission. En plus, moi, j'ai le défaut d'être aussi en régie. Donc, je passe beaucoup plus de temps dès que vous êtes à l'antenne. Je passe beaucoup plus de temps et moi, je réécoute souvent l'émission après.
Ceci étant, s'il y a des questions et des remarques, vous pouvez les faire. Certains qui peuvent m'appeler sur Messenger, il n'y a pas de souci. Voilà. Parce que c'est quand même, ça fait déjà 1h, hein, 1h15 qu'on est là. Ça passe vite, 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 vite. On n'a même pas le temps de... On n'a pas le temps de faire... Ouais, Gilbert Pascal, Nzomo pense que ce sont les nationalistes, pour ne pas dire les maquisards. Ça, c'est son point de vue. Il n'y a pas d'élection, non, ça c'est... Bon. Ah, bonjour, Mbombo. Vous êtes, je vois, il y a beaucoup de Mbombo là-bas. Je suis en train de dire, parler d'Irène, qui a promis d'ailleurs passer nous voir ici à la fin de ses études de pâtisserie. Je la vois là, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vue. Bonsoir Clarisse, bon, vous êtes des retardataires, c'est pas bien ça. Beaucoup arrivent à la fin. Ouais, ils auraient pu assassiner les Français au lieu des Camerounais, oui. Il n'y avait pas d'élection dans la team, ils veulent participer, ouais. Donc s'il y a des gens qui ont des questions, j'essaie de regarder s'il y a eu des questions sur le... Samuel Medou pense que c'était un coup pour rien. Et mon Bombo aussi. Et même perdu d'avance. C'est pas mon Bombo, lui, c'est carrément mon frère. Il y a un gars, Julien, qui dit que CNO, c'était le comité national d'organisation première branche militaire de l'UPC. Ouais, exactement, merci Falun Nika. Asun Kobo, voilà. Exactement, merci. Akiba Falun Nika. N'oubliez pas de vous abonner à la page. N'oubliez pas de vous abonner à la page. N'oubliez pas de donner des likes. N'oubliez pas de mettre des pouces quand vous êtes là. C'est très très important. D'abord parce que ça vous permet d'être notifié à la prochaine émission. Et nous sommes là pour quelques temps. On a décidé de découper ces moments-là par tranche parce que parfois une seule émission prenait 3 heures, 4 heures et on souffrait. Certaines personnes avaient sommeil, avaient envie d'aller se coucher. On a donc décidé d'aller aller tranche par tranche. Bonsoir Noël. Voilà. Et c'est pour ça qu'on essaie aussi de commencer un peu tôt, même si on comprend que certaines personnes n'arrivent pas à se connecter. Donc s'il y a des questions, bonsoir Ada, bonsoir Ada Besson, bonsoir Sylvie Noël. Donc s'il y a des questions, vous pouvez les poser. Bonsoir. Asunkobo, c'est vraiment une très belle expression. Je trouve que c'est plus beau quand on le dit dans nos langues. Il y a beaucoup d'expressions comme ça. Ouais, bonsoir Valou, je sais bien que tu arrives. Voilà, n'oubliez pas de... Voilà, il n'y a pas de questions apparemment. Voilà Gilbert Pascal Nzomo qui dit, vous parlez constamment de la zone française et zone anglaise. Je pense que c'était des pays avec frontières. Le Cameroun français avec le gouverneur français et le Cameroun britannique avec des gouverneurs, avec le gouverneur français et le Cameroun britannique avec des gouverneurs anglais. Il pose une question apparemment puisqu'il finit avec un point de questionnement. Un point d'interrogation, comme on l'appelle. Vous parlez constamment de la zone française et de la zone anglaise. Je pense que c'était des pays avec frontières. Il demande le Cameroun français avec le gouverneur français et le Cameroun britannique avec les gouverneurs anglais. C'est une question. Je ne sais pas si tu as vu. Non, mais la zone anglaise et la zone française sont nées le 16, quand on a divisé le Cameroun le 4 mars 1916. Oui, donc en 2 zones d'occupation. Oui, il est en train de demander s'il y avait des frontières bien établies, bien sûr. Enfin, je ne sais pas. Bon, il y avait une ligne de démarcation. Et moi, j'ai trouvé, quand j'étais gosse, il y avait une frontière à Loum pour aller dans l'actuel nord-ouest, sud-ouest, c'est-à-dire le Cameroun méridional. Il y avait une frontière à Loum et il y avait une autre frontière à Santa. Voilà les deux, là où il y avait les 2 frontières. Bon, en 1964, étant gosse, mes parents m'avaient amené au Cameroun occidental, comme on disait à l'époque, et on passait par Loum. Loum, Tombel, Kukumba, tout ça, on arrivait.
parce que la route Douala-Tico n'a été ouverte qu'en 1969. Donc, avant, on passait par Loum. Donc, il y avait la frontière à Loum. En tout cas, la frontière routière. C'était à Loum. Et l'autre, c'était à Santa. Santa, c'est après un Bouddha. Donc, voilà les deux postes de frontière. Bon. Mais les gens passaient par la forêt, c'était chez eux. L'histoire de frontière, ils n'avaient rien à cirer. Donc, voilà comment c'était matérialisé ici. Donc, ils avaient tracé ce qu'ils avaient appelé ligne de démarcation. Comme ils avaient fait à Berlin. Ils avaient fait ça au Cameroun. Oui. C'était le 4 mars. Parce que la guerre a pris fin le 20 février 1916 à Mora. Bon, là, on peut dire que les troupes allemandes, on les appelait ainsi par défaut, ont donc déposé les armes. Donc, c'est le 4 mars 1916, donc 2 semaines plus tard, que le partage du territoire, du butin de guerre s'est opéré. Et on a donc créé, tracé une ligne de démarcation. À l'ouest, c'était la zone anglaise, et à l'est, la zone française. Ces expressions ont fini par s'éteindre dans les années 70. Mais moi, je les ai trouvées tangos. Oui, on appelait zone anglaise ou zone française, oui. Oui, il y a Samuel Medou qui demande, c'est presque une question-réponse, que pouvait faire l'UPC à part autre que rejoindre le maquis? Attends, je relis la question pour ne pas la travestir. Parce que ça défile. Hein. Désolé, Samy, j'ai perdu ta question. Voilà, oui, Samuel Medou demandait que pouvait faire l'UPC à part rejoindre le maquis. Que pouvait faire l'UPC à part rejoindre le maquis. Oui, mais c'est le même débat. C'est le même débat qui avait eu lieu. Je vous ai dit qu'il y a eu 2 phases du débat. Il y a eu le débat à Libombari, sur la route d'un consommat là-bas. Il y a eu l'autre débat à Mvameyevo, sur la route de l'Olodor, entre Boloba et l'Olodor. Il y avait une partie qui disait restons sur le plan pacifique, sur le plan légal, sur le plan des pétitions, des marches et autres, et une autre partie qui prônait la guerre. Donc c'était un choix. Ce n'est pas qu'ils n'avaient pas de possibilité. Non, c'était un choix. Ils ont choisi. Il y a une partie qui a choisi la guerre, et une autre partie n'a pas choisi la guerre. C'est ça qu'il faut comprendre. Ce n'était pas qu'il n'y avait pas que ça à faire, non. Mais si comparaison était raison. Mais comment on l'appelle, Nkrumah n'a pas choisi la guerre. Nkrumah n'a pas choisi la guerre. Nkrumah est allé aux élections. Nkrumah a été élu étant en prison. Nkrumah a été élu et il est devenu Premier ministre et il a proclamé l'indépendance le 6 mars 1957. Sékou Touré n'a pas choisi la guerre. Sékou Touré a été élu. Il a été élu député, puis il a été proclamé Premier ministre. Puis il a proclamé l'indépendance le 28 décembre 1958. Bon, Oumnioré lui-même voulait aller aux élections. C'est parce qu'on a empêché que l'UPC ne se porte candidat que Oumnioré n'a pas été aux élections. Il a été aux élections en 51. Il a été aux élections en 52. Il n'a pas été seulement aux élections de 55, de 56, mais il a été aux élections 2 fois au moins, 51 pour l'Assemblée nationale française à Paris et 52 pour l'Assemblée territoriale du Cameroun. Bon, peut-être qu'il a estimé qu'il ne gagnerait jamais les élections. Bon, je n'en sais rien, mais toujours est-il que l'UPC voulait participer aux élections au scrutin du 23 décembre 1956. C'est parce que l'administration communale a jonglé, sans vouloir lever l'interdiction de l'UPC, que l'UPC a été au maquis. Mais l'UPC voulait aller aux élections. C'est ça c'est la vérité historique. Ce n'est pas que c'est la vérité. Et la solution que beaucoup d'UPCistes avec Sokor Priso avaient préconisé, c'était d'aller aux élections sous d'autres bannières. Donc, il y avait des UPCistes. Le débat également aussi a été très clivant. Une partie des UPCistes disait c'est l'UPC ou rien. Et une autre partie disait l'UPC, ce n'est pas le sigle, l'UPC, c'est un esprit. Allons aux élections en amenant l'esprit de l'UPC au Parlement. Nous pourrons faire ce que nous voulons avec l'esprit de l'UPC. Ne nous accrochons pas au sigle. Donc, ça a été un débat, et c'est ce débat qui reprend là. C'était un choix qu'ils ont fait. C'était un choix. Le débat était intense. Hein, quand vous allez réviser les journaux de l'époque, c'était un débat dense, très dense. Il faut aller aux élections. D'autres disent 0 élection sans UPC.
C'était comme ça. Il y a Valérie qui demande pourquoi le crabe comme symbole de l'UPC. Mais Valérie, tu es juste en train de nous prouver que tu as fait l'école buissonnière. Cette question a déjà été traitée ici dans les épisodes d'avant. Le drapeau de l'UPC tel que l'avait défini Lou Myobe, c'était que le rouge, c'était le crabe sur un crabe noir sur un fond rouge. Donc, le texte de Lou Myobe qui parle du drapeau dit que le rouge signifie la révolution. La révolution. Et le crabe, c'est le nom du Cameroun. À partir donc Cameroun, tout ça, bon, c'est devenu le crabe Cameroun. Et noir, la couleur noire, c'est l'Afrique noire. Donc voilà comment Ouniobe définissait le drapeau de l'UPC. Un crabe noir sur un fond rouge. Donc voilà, moi je vous donne les définitions de Ouniobe. Il y a Ada Bessom qui dit bonsoir Monsieur Hainaut, pourriez-vous nous donner une idée de l'état d'urbanisme de la Sénégal maritime de cette époque, s'il vous plaît? En 57, en 55, vous croyez qu'il y avait quoi au Cameroun en 55? Il n'a pas vu les premières émissions. Quand j'ai passé mon BPC au lycée Dios en 1971, je vais vous surprendre. Bonadio n'était pas goudronné. Hein. Il n'y avait que la route qui passe devant le lycée Dios qui était goudronnée, qui allait à l'ancien aéroport. Toutes les autres routes là vers le consulat de France, l'hôtel Sawar, bon, à l'époque c'était le stade militaire, ce n'est pas l'hôtel. Bonaprise n'était pas goudronné, Akwa n'était pas goudronné, Bali n'était pas goudronné, c'était seulement les grands axes centraux. La ville s'achevait aux douches municipales. Lorsqu'on arrivait à la SCDF, c'était déjà hors la ville depuis longtemps. L'usine Bata, le rond-point d'Edo, c'était le village. Je vous parle de 1971. Lorsque vous montiez vers Afel-Saker, c'était les villageois, c'était pas goudronné. La route d'Afel-Saker, qui va maintenant à Bonamoussa, c'était pas goudronné. Bonaveri n'était pas dans Douala, on disait on va à Bonaveri, puisqu'à l'époque on payait, il y avait le péage. Donc Bonaveri était même hors de Douala. Vous croyez qu'il y avait quoi au Cameroun en 5 mai? Il y avait quoi? Je vous parle de Douala en 5 mai. Moi, je vous parle de 1971, que Akwa n'était pas goudronné, Bonaprise n'était pas goudronné, Bali n'était pas goudronné, Bonanjo n'était pas. À la poste, la grande place de la poste n'était pas goudronnée. Vous vous rendez compte? La grande place de la poste, là où est le général Leclerc, ce n'était pas goudronné. Quand moi j'ai passé mon BPC en 1971 au lycée de Douala, bon, imaginez-vous en 55. Si Douala était comme ça en 55, il y avait quoi en 55? Il y avait quoi à Macaque, je ne sais pas moi, il y avait quoi à Marmayou, il y avait quoi? Que les Français ont fait quoi ici? Ils ont fait quoi ici? Ils n'ont rien fait. Rien. C'est ça. Et c'est la colonisation est là pour développer un pays. La colonisation est là pour exploiter un pays. Et pour exploiter les hommes parce qu'ils ont les mains d'œuvre gratuites. Et je crois que oui, mais c'est l'esclavage. C'est l'esclavage en fait. C'est l'esclavage. Jean-Pierre Siguet demande, comme d'habitude, grand merci. Enfin, il dit d'abord merci pour l'exposé. Et il dit ce serait facile de dire que leur bataille était perdue d'avance, mais il faut se situer dans leur contexte pour apprécier la difficulté de la situation. Non, laissons la polémique. Non, laissons la polémique. Il faudra qu'on écrive maintenant l'histoire du Cameroun sans a priori. Laissons la polémique. Vous ne savez pas ce que je pense de l'UPC. Donc, je ne suis pas en train ni d'accuser l'UPC, ni de la glorifier. Le rapport de force était tel que la guerre était ingagnable. Laissons la polémique. Ça, c'est l'effet historique. Juste une question, mais ça, c'est de moi. Après la mort de Oumiobe, le relais est pris par qui? Enfin, ce relais malheureux. Donc, après la mort en Sénégal maritime. Oui. Donc c'est l'UPC meurt en cette zone-là, alors totalement. Oui, il est resté des gens comme Makadakout, il est resté des gens comme Liena Yeba dans le maquis. Oui. Maintenant, c'est, comment on appelle, Maï Matib qui a dit les élections partielles que Ouniobe avait boudé. Maï Matib les a acceptées. Donc Maï Matib a été élu au mois de mars 59. Ah, d'accord. Les élections partielles. Donc Maï Matib a commencé à dire laissons l'affaire de guerre là. Nous ne pouvons pas la gagner. Et il est devenu député. Vous savez que Maï avait été député. Mais l'opinion publique ne lui a jamais pardonné. Il a toujours été considéré comme un traître jusqu'à sa mort. Vous voyez?
Donc, voilà les faits historiques. Est-ce que j'approuve ce qu'il a fait? Est-ce que je n'approuve pas? Non, je vous dis ce qui s'est passé. Maï Matiba dit, on a organisé les élections partielles, on voulait les organiser en 57 pour que Oumniobé sorte du maquis et devienne député. Les pourparlers n'ont pas abouti. Bon, le maquis s'est intensifié. Lorsque Oumniobé est mort, la question de l'élection partielle en Sananga-Maritime est revenue à l'ordre du jour. Que bon, les deux députés avaient été assassinés, le troisième, on n'avait pas pu organiser l'élection. Non. Il y a 3 places de la Sananga-Maritime qui sont toujours vacantes. On a donc organisé des élections partielles uniquement pour la Sananga-Maritime. Et Maï Matib a constitué une liste. Alors, si je savais qu'il y avait cette question, je vous aurais trouvé les noms des colistiers. Ils ont formé une liste et ils ont été élus. C'est donc là que Maï Matib est venu avec la question de l'UPC légal, en disant il faut laisser le maquis. Nous ne pourrons pas le gagner. C'était voilà la naissance du terme qu'il y a eu à l'époque, à savoir l'UPC légal, l'UPC sous maquis et tout et tout. Voilà le départ. Oui. C'est Isis Meyon qui demandait, et elle a entendu de sa grand-mère qu'on coupait des têtes aux voyageurs à Loum. Non, ce n'est pas seulement à Loum. C'est le principe de la... Moi, j'ai vu des têtes étant gosse. Moi, j'ai vu des têtes à Douala plusieurs fois. C'était devenu un spectacle, bon, je ne vais pas dire ordinaire, c'était pas beau à voir, mais on était coutumé de voir les têtes. Hein. Moi, je vous ai dit, ma mère enseignait à l'école, il y avait une école, je crois qu'elle est d'ailleurs, après la prison. Elle était une structure indigène. Et comme j'étais le seul enfant, et puis à l'époque, il n'y avait pas l'histoire des boys et tout ça, donc elle m'a amené dans son école, j'étais auditeur libre. Moi, j'avais 5 ans, 6 ans. Donc, c'était une école de filles, mais elle m'a mené en classe. Je me rappelle, on avait la maîtresse. Donc, l'enfant, la maîtresse. Bon, très souvent, lorsque mon père venait nous chercher, il avait acheté une vieille voiture d'occasion, je ne sais pas chez qui, une vieille Mercury, mais on voyait des têtes. Parfois, toute la nuit. Une vieille Mercury, c'était déjà quand même ça, avoir une Mercury à l'époque. C'était pas donné à tout le monde. En fait, les fonctionnaires bon, l'administration de la société coloniale était comme ceci. Il y avait les Blancs, il y avait les fonctionnaires, même les fonctionnaires étaient divisés en deux, il y avait, et puis le peuple. Je peux me permettre de dire, c'est mon père qui a créé la délégation de la jeunesse et sport à Douala. Donc il était un patron. C'est-à-dire que le poste créé, c'est-à-dire qu'on appelait délégué de la jeunesse et sport. On est en 59. Oh, moi je sais, il faut dire aux téléspectateurs. C'était un poste. Moi je sais que c'était un patron. Bonsoir, je suppose qu'il avait des sous. Je suppose qu'il avait, à l'époque coloniale, c'était celui qui a créé la jeunesse et sport à Douala. Vous voyez? Donc, c'était un privilégié de l'administration coloniale. Donc, il avait quand même un peu de mais la voiture était un peu pourrie. Hein. C'était une voiture qui tombait en pantoufle. Donc, on voyait les têtes. On voyait les têtes là à New Bell, au marché de New Bell. Et parfois, les gens tiraient toute la nuit. Il y a une nuit là, je ne sais pas si c'est la nuit de l'indépendance. Bon, j'étais trop gosse. Parce que nous habitions le grand boulevard là, qui vient du lycée Jos, là, qui arrive à l'échangeur. La maison elle est toujours là. Juste la maison qui est au virage de l'échangeur, là, quand on vient du lycée Jos, c'était notre maison. C'était une maison divisée en deux. Il y avait un couple français à gauche, et nous on était d'un côté, et nous on était de l'autre. Et une nuit, ça avait tellement tiré derrière nous, là, c'était la mangrove, le bois des singes, qu'on l'appelait à l'époque, que toute la famille s'était regroupée au salon. Moi, tout gosse, on m'avait réveillé et tout, et on avait prié, ma mère, comme son père était pasteur, on avait prié toute la nuit jusqu'au matin, et ils chantaient des chants religieux, nous on est protestants, ils chantaient des cantiques religieux. Ça avait tiré toute la nuit, je ne sais pas si cette nuit c'était la nuit de l'indépendance, mais toute la nuit c'était toute la nuit, jusqu'au matin. Vous voyez, moi étant gosse, ça m'avait effrayé, j'en ai gardé j'entends même encore le bruit des détonations, c'est l'histoire de... Je crois que ça devait être la nuit de l'indépendance. Je ne sais pas. En tout cas, je me souviens de cette nuit, ça avait été terrible. Il y avait la violence à Douala. Hein. C'était violent à Douala. C'était très violent à Douala. Vous n'imaginez. Voilà même une histoire qu'on n'arrive pas à écrire. Ce qui s'est passé à Douala était terrible. Terrible. En tout cas, je me souviens étant très jeune, ce qu'on a appelé les couvre-feux. Et on entendait les couvre-feu, c'était le couvre-feu. On avait commencé le couvre-feu dans 1955. Voilà, c'est-à-dire qu'à partir de 18h, si on vous surprenait la nuit, bon, je ne sais pas si ça commençait à 18h, en tout cas, à une certaine heure, jusqu'à 6h du matin, on vous tuait.
vous tuer. Vous avez le bonsoir de Asako Eno, qui d'ailleurs dit bonsoir ma bibliothèque de frères. Vous avez le même nom, elle s'appelle aussi Eno. Oui, non, on est parents, nous sommes parents. Ah, d'accord, d'accord. Oui, oui. D'accord. Et il y avait le couvre-feu, il y avait les laissés-passer. C'est-à-dire que pour partir d'une ville à l'autre, il fallait aller prendre un laissez-passer au commissariat spécial. Le commissariat spécial qui délivrait ça. Et à Douala, c'était le commissariat qui était situé à côté du lycée Jos. Je ne sais pas s'il existe toujours. Quand on vient de la, disons de la poste, il y avait un commissariat juste mitoyen au lycée Jos. C'était le commissariat spécial. C'est lui qui délivrait les laissez-passer. C'est-à-dire que vous devez justifier de votre déplacement. Vous allez où? Il faut faire quoi? Pour combien de temps? C'était ça. Donc il y avait le couvre-feu, il y avait le laissez-passer. Les Français avaient mis tout en place pour éteindre le mouvement nationaliste. Ils ne rigolaient pas. Ils avaient mis les moyens. Hein. Il y a Thérèse Omba qui vous encourage aussi et qui est très contente. Et il y a Isis Moyon qui m'a fait rire en disant que ceux qui nous appellent Dontola viennent apprendre ici. Ceux qui nous appellent Odontola viennent prendre des leçons. Elle dit où sont les frères de là-bas qui parlent de Dontola. Venez vous enrichir de connaissances. Enfin, c'est une petite remarque taquine. Elle fustige les gens qui appellent les petits odontolards. Alors, pour se moquer de ces gens qui nous appellent odontolards, il dit ben, venez donc prendre des cours d'histoire chez des odontolards. En fait, c'est un jeu de mots, c'est pas une question. Elle provoquait. Oui, je comprends. Ok, d'accord. Voilà. Donc, voilà. Apparemment, il n'y a plus d'autres questions. Les têtes, enfin, moi, je sais que j'étais très très jeune à Yaoundé à l'époque, j'étais quasi bébé, j'étais à la maternelle, à la retraite, et qu'il y avait encore des moments de couvre-feu. Je me souviens que j'entendais les bottes des militaires. Et quand il y avait couvre-feu, et quand tu es gamin, quand tu as 5 ans, tu as peur. Tu as vraiment peur. Les gens n'imaginent pas ce qu'il y avait au Cameroun. Les dernières têtes que j'ai vues, c'était autour de Bafang. Il y avait une ville là où un village, je sais pas, ça s'appelait Compagnie. On était partis là, une histoire un peu compliquée. J'avais la jaunisse et un cousin à ma mère travaillait à Bafang, il était inspecteur primaire et il avait un remède de la jaunisse. On faisait boire le macabo, râper, on vomissait la jaunisse. Donc on est parti me soigner là-bas et il fallait boire le médicament le soir. Bref, on a fait un tour et nous avons vu les têtes, nous avons trouvé aussi le marché, il y avait une vingtaine de têtes qui étaient coupées, posées sur les sacs de café vides. C'était la dernière fois que je voyais les têtes. Mais à Douala, en 60, là, j'en avais vu plusieurs. Hein. Plusieurs fois, il y avait des têtes. Et puis le sang partout, c'était dur. Hein. Ah oui, il y avait des corps déchiquetés. C'était terrible. Je n'ai pas vu, heureusement, parce que... Oui, moi j'ai vu ça. J'ai vu des corps. Mais là, quand le fusil prend le corps humain, c'est grave. Hein. Ça le déchire. Hein. Oh, j'ai vu ça. J'ai vu. Et les têtes là, les dernières têtes que j'ai vues, il y avait... il y en avait qui étaient coupés grossièrement, il y en avait qui étaient coupés. Et puis, vous voyez, je me souviens d'un type, il venait de se raser, il est tout fraîchement rasé, il avait fait un beau collier de barbe et tout. C'est des images terribles. Il coupait les têtes, oui, moi j'ai vu ça. Et il y a Gilbert Pascal Nzomo qui demande les documents officiels produits par le gouvernement parallèle créé par Nyobe étaient reconnus ou appréciés comment par l'administration coloniale. Mais l'administration coloniale était contre. C'est pour ça qu'elle a repris la guerre. Parce qu'à un moment, quand Ounyoba prenait le repli tactique, l'administration coloniale avait cru que la guerre était abandonnée, que ces histoires d'indépendance sont finies. Et je vous dis, il y a eu un manque de peau. Ils sont tombés sur les documents de l'UPC. C'est là qu'ils ont compris qu'il y avait une administration parallèle qui s'installait déjà et qui était déjà en train d'occuper pratiquement toute la Sananga maritime. Et qu'à ce rythme, Ounyoba allait proclamer de manière unilatérale l'indépendance. Un État, c'est quoi? C'est un gouvernement. Un État, c'est quoi? C'est une population. Un État, c'est quoi? C'est un territoire. Donc, Ounyoba, au bout d'un moment, et c'est une administration. Donc, le gouvernement, administration. Donc, Ounyoba, à un moment, pouvait se prévaloir que, du fait que une administration, je l'ai, la preuve, nous avons des cadres nationaux d'identité. Nous avons des cadres, des actes de naissance, des actes de mariage, tout ça, les établissements. Nous avons toute une administration. On gère les problèmes fonciers et autres. Nous avons un service des finances. On collecte des impôts. Nous avons même un service d'ordre. On peut dire service de sécurité. Nous l'avons. Nous avons une population et nous avons un territoire. Et ils pouvaient
Et ils avaient un drapeau. Donc, ils pouvaient proclamer l'indépendance de manière unilatérale. Mais c'est ce que Ian Smith avait fait en Rhodésie du Sud, c'est-à-dire au Zimbabwe. C'était un raciste blanc qui a proclamé l'indépendance de manière unilatérale. Et dans le cas du Cameroun, c'était même pas tellement unilatéral. Parce que unilatéral, ça aurait voulu dire qu'il fallait la balle de la France. Non, c'était où il avait été fondé de dire que, compte tenu de l'esprit et de la lettre de l'accord de tutelle, nous proclamons indépendants. Voilà, la France a vu cela, et la France a eu peur. C'est donc ça, c'est la deuxième phase du maquis en Sananga-Maritime qui alors a été terrible. Cette fois, la deuxième phase a été terrible. Toujours sous les ordres de Crest de Villeneuve. Parce que Lamberton est arrivé un peu après. Jean Lamberton est arrivé un peu après. Mais c'est Crest de Villeneuve qui a commencé. Il y a Sylvie Noël qui dit c'était comment à Bafoussam. Ça, c'est la prochaine. Comment? Sylvie Noël demande comment c'était à Bafoussam. Pour vous répondre, cette émission-ci était en la zone Sanaga-Maritime. Je pense que dans la zone de Bafoussam. Non, le maquis a commencé à, je vous dis, le maquis a commencé à Baham avec l'histoire de Kamdem Nihim. On va en parler la semaine prochaine, le maquis de l'Ouest. Il a commencé aussi en 56, à peu près la même période, mais il a pris l'ampleur vraiment en 57 et autres. Ça a commencé à Baham. Et puis, à l'époque, la région n'avait... Bafoussam n'était pas le chef de région. Bafoussam, c'était Tcham. C'était Tcham. Bon, quand on dit région, ça voulait dire le département. Donc, tous les départements Bamileke là formaient une seule région. Donc, il y avait la région Bamileke et la région du Noun, et la région Bamoun. Vous voyez. Maintenant, en 59, Aïdo change le nom. Les régions deviennent les départements. C'est là que donc, on crée plusieurs départements. Le Noun devient un département. Et voilà comment naissent beaucoup de départements à l'ouest, la Mifé et autres. Et finalement, après, Aïdo a créé ce qu'on appelait... il est revenu avec le thème de région, mais cette fois-là, dans l'esprit actuel. Et les régions étaient dirigées par des inspecteurs fédéraux. Vous voyez, au moins la réunification, il y a eu les inspecteurs fédéraux. Par la suite, donc la région Bamileke, c'était tous les départements Bamileke actuels, avec chef-lieu Tcham. C'est quand on crée la région de l'Ouest que Bafoussam devient le chef-lieu de région, parce que situé au milieu entre la région Bamileke et la région Bamoun, c'était Bafoussam. L'autre ville qui a perdu, c'était Batouri. Batouri était le chef de la région de tout l'Est là-bas. Vous voyez, non? Quand on a fait donc ce réunion, la région, le chef de la région est pour Bertoua. Donc, deux villes ont perdu. Batouri a perdu au bénéfice de Bertoua. Et Tcham a perdu au bénéfice de Bafoussam. Donc, c'est ce qui s'est passé. Voilà, donc la région, c'était à Bafoussam. Bon, moi, je vais vous décrire Bafoussam, mais ce n'est pas la peine. Ce que je vais vous dire, c'est pas seulement Bafoussam, c'est valable partout. En 1964, lorsque nous rentrons de France, on a fait mon père à Tcham. Nous sommes arrivés à Bafoussam. Bon, ce que je vais vous dire, Bafoussam, ce n'est pas particulièrement Bafoussam. La seule vraie ville, moi, les semblants de villes que moi, je peux vous dire que j'ai vu avec mes yeux d'enfant, c'était Douala, Nkong. Douala, Nkong. Parce que Yaoundé avait une boue que vous ne pouvez pas imaginer. Yaoundé était rouge de boue. Et puis, il n'y avait pas de trottoir à Yaoundé. Yaoundé c'était terrible, Yaoundé. Bon, Tcham était tout rouge, Bafoussam, en 1964, lorsque nous sommes passés, il n'y avait pas un mètre de goudron à Bafoussam. Bafoussam était tout rouge, c'était une ville rouge. Mais les Français n'ont rien fait chez nous. Hein. Ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. Moi, je ne sais même pas expliquer. Bon, évidemment, ils ont apporté ceci, cela, mais ils n'ont rien fait. Il y avait quoi dans les villes camerounaises? Vous croyez que Yaoundé était quoi en 64, 65? Il y avait quoi à Yaoundé? C'est Douala qui ressemblait à une ville. Oui, Douala au moins était tracé, même si ce n'était pas goudronné. Même un con ressemblait à une ville. Mais les autres, là, que les corons, bon, je n'ai pas été au nord. Moi, je ne sais pas si c'était comme là-bas, mais moi, je vous parle des villes que j'ai vues. Vous croyez que Yaoundé était quoi en 65, en 66? Yaoundé était quoi? Donc, Sylvie, vous avez votre réponse. En fait, elle voulait savoir comment ça se passait à Bafoussam.
venez plutôt la prochaine, mercredi prochain, où M. Eno va Oui, le aborder. maquis de l'Ouest, on va aborder ça. Voilà, on va aborder ça prochain. mercredi prochain et vous saurez comment ça se passait, enfin comment le maquis se passait à Bafoussam. Il y a une question de je ne sais pas qui la pose, hein. L'UPC aurait-elle pu gagner si elle avait participé aux élections? C'est une question. Moi, je n'en sais rien. Moi, je n'en sais rien, mais l'UPC voulait participer aux élections. Je ne sais pas s'ils allaient gagner ou s'ils allaient perdre. Mais l'UPC voulait participer aux élections. Ça, c'est clair. C'est les faits historiques indiscutables. L'UPC voulait participer aux élections. Est-ce qu'ils allaient gagner? Est-ce qu'ils n'avaient pas gagné? Je ne sais pas. Mais je crois que l'UPC n'était pas... On ne pouvait pas battre l'UPC, en tout cas en ce temps-là. En Sanaga Maritime. La preuve, lorsque Maï Matiba s'est porté candidat, il a raflé la mise en Sanaga Maritime. Si Maï Matiba a pu être élu en 59, alors qu'il y avait toutes ces histoires de traîtrise qui tournaient autour de lui, à plus fort raison où il y avait en 56. Moi, je crois que l'UPC aurait gagné en Sanaga Maritime haut la main. Moi, je crois. En 56, oui. En 52, peut-être, c'est bon. Il aurait été battu encore, on sait à peu près comment ça s'est passé, même en 51. Mais en 56, je crois que il aurait été imbattable. L'UPC était imbattable en Sanaga Maritime. C'était imbattable. Ça ne valait même pas la peine de tricher. Ça ne valait même pas la peine. Il y a Tête Couronnée qui demande pourquoi, je crois que c'est aussi une question un peu spéciale, pourquoi y avait-il plus de tueries à l'ouest Cameroun? C'est vite dit qu'il y en avait plus à l'ouest, mais bon, c'est la question qu'il pose. Il va de l'affirmation. On va aborder ça la semaine prochaine. Il va de l'affirmation qu'il y avait beaucoup plus de tueries à l'ouest qu'ailleurs. Et il veut savoir pourquoi. On va aborder ça la semaine prochaine. Ok, d'accord. Il y a Adabossomo qui demande, Monsieur Eno, à votre avis, comment la France justifie-t-elle cette atmosphère de terreur permanente dans ces documents officiels? Existe-t-il des traces des plans qu'elle fomente pour étouffer l'UPC? Non, mais c'est le système colonial. Le système colonial, c'est la violence. C'est la guerre, c'est le feu, c'est le sang. Ce n'est pas la France seule. Tous les territoires coloniaux, les pays coloniaux ont fait ça. Hein. Ils ont tué à gauche, à droite. Ils justifient quoi? Ils s'en fichent. Ils sont venus chez nous pour nous exploiter notre pays, exploiter notre force musculaire. Si nous levons la tête, ils nous tuent. C'est le système colonial, c'est l'impérialisme. Ouais. Est-ce que l'esprit a changé aujourd'hui? Oui, ils nous tuent quand ça ne leur plaît pas. Est-ce qu'ils ont à justifier? C'est la violence. Le régime colonial, c'est la violence. Ça, c'est pas définitif. Ce n'est pas... Tu as un petit problème. Ils viennent avec leur langue. Ils viennent avec leur administration. Ils viennent avec leur... Ah, d'accord. Ils vous font marcher à l'œuvre par le feu et le sang. Ils brûlent vos villages. Ils égorgent vos gens. Le système colonial, c'est la violence. C'est le sang. Samuel Medou qui dit... Au moment où nous obtenons l'indépendance, vous croyez qu'on a commis... Tu as des petits problèmes réseau. Comme en fait, j'ai été à l'hôpital central qui avait dit quoi? En 1967. 7 ans après l'indépendance, je crois qu'à l'hôpital central, je crois qu'il y avait justement 2 médecins noirs. Vous croyez que... Est-ce qu'ils sont venus nous développer? Oui, Gloria la gloire qui dit les Allemands font pire. Gloria la gloire qui dit bonsoir. Les Allemands ont fait pire dans le sud. Oui, c'est vrai qu'on oublie souvent les tueries des Allemands dans le sud. Les gens pensent souvent qu'il y a eu des tueries qu'à l'ouest, ce qui est, à mon avis, très très faux. Ça dépend de la période où on se met. Voilà. Donc, merci beaucoup. N'oubliez pas on ne se sépare. Oui, je suis en train de lire les questions parce que ça défile. Quand vous êtes fatigué, vous le dites. Ouais, parce que... Oui, je crois qu'on peut arrêter là, il est déjà presque 23 heures. Bon, bonjour. Bon, voilà, bonsoir. Il y a M. Eno, il est presque 23 heures, on va devoir arrêter. N'oubliez pas de revenir mercredi prochain à 21h, parce que j'ai vu que 20h30 ne vous réussit pas. N'oubliez pas de revenir mercredi prochain à 20h30. En attendant, passez une très bonne soirée. Et je laisse le mot de la fin à M. Eno, qui est l'invité. Non, je disais donc que nous allons essayer, nous allons traiter des 4 maquis du Cameroun. Le maquis de la Sanaga Maritime, le premier,
Le deuxième, qui était une sorte d'enchaînement par rapport à celui de la Sanaga maritime. Le troisième, celui de Mulundu, qui a été mené par Osenda Fana. Et le quatrième, celui de Djoum, qui a été mené par Wungle Masaga. On va quatre mercredis successifs aborder ces quatre maquis-là. Je pense que tôt ou tard, il faudra bien qu'on enseigne le maquis au Cameroun dans nos programmes d'histoire. C'est une base de l'histoire du Cameroun. On ne peut pas l'ignorer indéfiniment. On est d'accord, on n'est pas d'accord avec ce qui s'est passé, mais ça s'est passé, donc on doit l'enseigner. Ce que l'on approuve, hein. On raconte l'histoire, même quand on n'approuve pas ce qui s'est passé. On doit raconter parce que c'est ce qui s'est passé. Exactement. En tout cas, Okay. on vous remercie beaucoup d'être une fois de plus avec nous. Et à mercredi prochain, j'en profite pour dire au revoir à tous mes invités. Vous avez été là, vous avez été nombreux. N'oubliez pas de vous abonner à la page, n'oubliez pas de like. Et on se retrouve mercredi prochain. Très bonne soirée à vous tous et à bientôt. Au revoir. Merci.